Ah, la saga Mission Impossible. Difficile de pas reconnaître le thème musical créé par Lalo Schifrin en 1966. Car pour ceux qui ne le savent pas, avant d'être une série de films portés et produits par Tom Cruise, Mission Impossible vit le jour au travers de la série télé créée par Bruce Geller et diffusée entre 1966 et 1973. Elle compte 171 épisodes. Elle est portée par Peter Graves qui joue le rôle du célèbre Jim Phelps, mais également par Leonard Nimoy de Star Trek qui jouera Paris dans les saisons 4 et 5. 20 ans après son arrêt, Peter Graves reviendra pour 2 saisons avec la suite de la série intitulée Mission Impossible, 20 ans après. Bah la vache, ils se sont pas foulés. Non, faute d'audience, la série s'achèvera en 1988. Il faudra attendre 1991 pour qu'elle débarque en France, à savoir sur M6. Quoi? Oui, c'était ça le logo d'M6 dans les années 90. Ça te pose un problème? Non, aucun. Réalisé par Brian De Palma en 1996, le premier Mission Impossible débarque sur nos écrans avec Tom Cruise dans le rôle principal. Brian De Palma est un grand réalisateur à qui l'on doit entre autres Phantom of the Paradise, Carrie au bal du diable, Les Incorruptibles, Scarface et la liste est encore assez longue. Pour l'histoire, Jim Phelps et sa nouvelle équipe doivent empêcher la vente d'une liste d'agents infiltrés dans les réseaux d'Europe de l'Est. La mission tournera mal et verra l'équipe être entièrement décimée. Seul survivant de l'opération, Ethan Hunt est alors considéré comme étant une taupe et se voit traqué par la CIA. Il va mener sa propre enquête afin de trouver le véritable coupable qui porte le nom de Job. Le scénario est signé David Coep, un petit scénariste et réalisateur à 16 heures, à qui l'on doit entre autres... Bricole quoi. Entre la réalisation magistrale de De Palma, une histoire d'agent double prenante et une musique composée par Danny Elfman toujours sur le thème de Lalo Schifrin, c'est donc avec beaucoup d'impatience que l'on attendait donc la digne suite de ce thriller post-guerre froide qui collait si bien à l'ambiance de la série d'origine. Difficult to be a walk in the park for you. Tu peux me passer le bon film s'il te plaît? Bah c'est ça. Ah non. Ah non, 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 non. Bah... Et pas de bah, tu passes pas de ça. Always. It's much worse than you think. À ça. Welcome to Australia, mate. This ain't funny. Bah si. Ok. Envoie. Le film est réalisé par le réalisateur chinois John Woo, ou de son vrai nom, Wu Yu Zhen Nen Yu Binin. John Woo, quoi. Un cinéaste connu pour avoir signé un bon nombre de films d'action comme Le Syndicat du Crime 1 et 2, À toute épreuve, et l'excellent The Killer qui comporte une scène d'action en plan séquence absolument dantesque. Je vous les conseille fortement d'ailleurs. John Woo débarque à Hollywood et réalise Chasse à l'homme avec JCVD, puis Broken Arrow, Volte-Face et enfin le sujet du jour, Mission Impossible 2. Le film s'ouvre sur le pays des kangourous. La Nouvelle-Zélande. Dans les bureaux de Biocide Pharmaceutique dont je vous laisse deviner l'activité. Des planches de surf? De là, un scientifique certainement russe vu la voix qui lui en collait, Voyez-vous, Dimitri, toute recherche d'un héros s'injecte un virus appelé la chimère. Ce dernier a le pouvoir de décimer toute la population mondiale. Et il se l'injecte. Bien sûr. Mais pas de panique car il semble exister un antivirus, le Bellérophon. De là, il sort du bâtiment et se met à avoir de drôles d'images en tête en regardant des enfants. Charmant. Dans l'avion qui l'emmène pour les États-Unis, notre stéréotype de scientifique russe se fait tuer par l'antagoniste de l'histoire déguisé en Ethan Hunt, John Ambrose. Surprise, motherfucker! L'alter ego maléfique de Tom Cruise. Nous retrouvons Ethan Hunt en pleine vacances à escalader une paroi à main nue. Badass. Arrivé au sommet, un hélicoptère vient lui apporter sa nouvelle mission, récupérer la chimère, le Bellérophon et recruter Naya, une jeune voleuse. Et après l'avoir littéralement harcelée 2 fois en Espagne, il se la fait... parce que... parce que Tom Cruise quoi. Puis lui demande de retourner dans le lit de son ancien amant qui n'est autre que John Ambrose pour récupérer des informations sur la chimère. La femme forte en action. Mais après tout... Elle n'est pas formée pour ce genre de choses. Pour coucher avec un homme et lui mentir, c'est une femme, elle a tout l'entraînement nécessaire. Voilà, maintenant qu'on a déterminé sa fonction à personnage principal féminin sans intérêt, continuons.
Après avoir découvert les effets de la chimère au travers d'une carte mémoire de 32 mégablocs... 32 gigas, tu veux dire? Non. Non, méga. Quoi? Oh, rien. Je disais donc, après avoir découvert les effets de la chimère et à qui elle serait susceptible d'être vendue, Ethan Hunt s'introduit dans les locaux de Biocide Pharmaceutique afin de détruire les derniers échantillons de chimère. En parallèle, John Ambrose explique le plan d'Ethan pour s'introduire dans le laboratoire et l'empêche donc de détruire le dernier échantillon. C'est con, t'étais à 30 secondes d'avoir les 3 échantillons, espèce de vilain miroir maléfique d'Ethan Hunt. 30 secondes. Scène d'action entre l'équipe d'Ambrose et Ethan, Maya finit par s'injecter le dernier échantillon de chimère pour donner du temps à Ethan qui en profite en s'enfuyant et laissant Maya seule avec Ambrose. Ça, c'est un héros. Un vrai. Mais pas de panique car il faut bien que le troisième acte se passe. Ethan s'introduit dans un autre repère de Biocide Pharmaceutique et va empêcher Ambrose de vendre la chimère et le Bellérophon en le dérobant. Ambrose en profite pour vider un chargeur sur son meilleur ami. Ça, c'est un pote. Un vrai. Ethan se la joue solo à moto dans une course-poursuite hallucinante de what the fuck jusqu'à la confrontation mano à mano des 2 agents de la FMI. Bien entendu, Maverick, Top Gun. Gagne la partie, tue le méchant, détruit la chimère, gagne la fille, soigne la fille et se la tape. Fin. Ça commence à sentir le fennec là-dedans. Oh, comment t'as rushé le film? Bah, en même temps, y a pas grand-chose de plus à dire dessus. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses? Bah, je sais pas trop en fait. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas non plus un bon film. Ah ouais, c'est con ça. Les personnages manquent d'intérêt, de saveur, nous n'avons aucune surprise du début à la fin, l'histoire est cliché au possible et le pire c'est que même les personnages le savent que c'est léger. Je pense que Nekorovitch a créé un virus mortel, la chimère. Et l'antivirus qui le combat, le Bellérophon. C'est si simple que ça? Pourquoi pas? Le film a mal vieilli. Je dirais même qu'il a plus mal vieilli que le premier. C'est principalement dû au code qu'il utilise. Ses nombreux ralentis, ses colombes, ses scènes d'action un peu too much, bref, du John Woo tout craché. Mais après, faut le replacer dans son contexte. Le film est sorti en 2000. Il fut grandement inspiré par l'un des films qui a marqué toute une génération dans les années 90, un film qui a entièrement redéfini les codes du film d'action / science-fiction dans les blockbusters tels qu'on les connaît aujourd'hui. Je veux bien entendu parler de... Star Wars épisode 1, la menace fantôme. Matrix. Pour ceux qui ne le savent pas, lorsque Matrix est sorti, il a carrément redéfini les codes du héros moderne au cinéma. Alors que l'industrie cinématographique hollywoodienne commençait à se casser la gueule, 2 petits... Maintenant c'est des femmes. Oui, mais pas dans les années 90. Petites, jeunes, les Wachowski débarquent, brisent les codes standards en empruntant à tous les genres qui ont fait leur enfance et redéfinissent de manière stylisée les codes de films d'action ainsi que leurs héros. Les scènes d'action doivent être chorégraphiées et les scènes de combat plus physiques, plus travaillées, plus stylisées. Les Wachowski se sont clairement inspirés des films d'action de l'Est. Non, encore plus à l'Est. Encore un peu. John Woo est clairement l'une des figures emblématiques du cinéma asiatique. Alors, bien entendu, il y a aussi Tsui Hark, Wong Kar-wai, Johnny To et j'en passe. Bien que je vous recommande vivement leur filmographie de ces cinéastes, mais la plupart d'entre vous connaissent plus John Woo que les autres. Et puis, c'est son film en même temps. Ce que je veux dire, c'est que c'est très bizarre de voir un film réalisé par John Woo qui fait directement suite au succès en fait de Matrix, mais Matrix lui-même emprunte les différents codes des films de John Woo ainsi que des films asiatiques, ce qui fait que du coup,
le serpent se mord la queue, et en plus, lors de sa sortie, beaucoup de gens pensaient que le film était trop inspiré de l'univers de Matrix ou alors de ses codes. Mais franchement, osez me dire que ce film n'est pas l'un des seuls de la saga où les scènes d'action vous ont vraiment marqué. Pourquoi? Parce qu'elles ont été prévues pour être marquantes. Pour ma part, je me souvenais de beaucoup d'entre elles, du tango en voiture au salto avant et arrière de Tom Cruise. D'ailleurs, une question, Tom. Ça, ça sert à quoi? Donc oui, l'histoire est cliché. Certains acteurs jouent comme des patates. Ils jouent comme des patates, hein. Redis ça. Tu tâcheras de faire gaffe la prochaine fois. Mais en grattant un peu sous la surface, il faut rendre à John ce qui est à John. Le gars, il sait y faire. Rendre un scénario simple, une œuvre visuelle qui envoie du rêve par paquet de 12, parce qu'au travers de la surenchère et de la platitude du scénario se cachent en fait plusieurs forces. La première, la notion d'identité. C'est une notion que John Woo aime beaucoup. Que ce soit dans The Killer, le syndicat du crime, Volte-Face ou même Paycheck, les personnages sont souvent en proie à ce trouble de l'identité. Après tout, Ethan Hunt combat John Ambrose, deux personnages quasiment semblables car ils sont tous les deux de la FMI, se ressemblent légèrement, veulent s'emparer du Bellérophon et de la chimère tous les deux, se tapent tous les deux la même gonzesse. John Ambrose peut être considéré comme la face cachée de Ethan Hunt ayant passé du côté obscur de la force. Ah, j'avais raison. T'es lourd, là. On s'en rend compte à plusieurs moments dans le film. Mais le meilleur moment, c'est quand même lors de l'intrusion de la tour pharmaceutique. Ambrose explique clairement la manière d'agir d'Ethan, car il a endossé son identité à plusieurs reprises. Preuve d'un trouble possible d'identité. Bon, après le personnage est un sale con quand même, hein, ça change rien. La deuxième, c'est que c'est l'un des seuls films à vraiment utiliser jusqu'au bout le principe du fameux masque qui a rendu la franchise et la série si célèbres. Les personnages principaux en font vraiment un ustensile à part entière, la marque de fabrique de la FMI. En prenant l'identité d'une autre personne pour les besoins d'une mission, d'un assassinat, pour soutirer des informations de quelque manière que ce soit. Certains peuvent penser que c'est trop facile, que c'est une simple excuse pour faire avancer le scénario. Alors, oui, c'est vrai, mais en même temps, on est dans un film où deux voitures sont collées serrées en mode tango. Alors bon, Le troisième point fort du film, c'est son travail sur la couleur. Le film est extrêmement coloré. Chaque couleur a plusieurs significations. Alors, je vais pas vous faire un cours sur la couleur et le cinéma, mais si ça vous intéresse, je vous invite à découvrir plusieurs auteurs qui ont écrit sur le sujet. Ça a l'air... long et chiant? Non, passe les 250 premières pages et c'est bon. Et il y en a combien? 254. L'idée qui leur sort, c'est que les couleurs ont une grande importance dans le cinéma et surtout ont une signification. Dans ce film, les personnages et certains éléments sont codés et représentés par des couleurs. Je m'explique. Ethan Hunt est représenté par du bleu. Ça va de ses yeux, sa bagnole, son costume, son intrusion dans le labo, le lieu où il gagne le combat final. Bref, Ethan est le bleu. Il est donc le remède du mal de cette mission. À plusieurs moments, la couleur bleue est visible. Elle démontre donc l'omniprésence de ce remède. Maya dans le labo, dos à la couleur bleue démontrant le fait qu'elle est dos à son échappatoire, son remède. Ethan Hunt, John Ambrose et naturellement le rouge. Le rouge est présent dans les plans de John Ambrose, comme sa moto par exemple. Maintenant, parlons du Bellérophon et de la chimère. Le premier est représenté par la couleur verte, qui représente la nature en règle générale, ainsi que la technologie. La nature bravée par Tom Cruise au début du film avec son escalade, le spot de lumière des plans de l'intrusion pharmaceutique sont des indices. Le moment où Tom détruit le Bellérophon, l'antivirus est représenté également comme la couleur verte, bref, du vert partout. Le rouge de la chimère représente la mort, la violence, la destruction, comme Ambrose en soi. Tout ça pour dire qu'au travers d'une idée simple, d'un scénario basique, on peut en tirer de bonnes idées. Le premier Mission Impossible était un thriller post-guerre froide qui avait un très bon scénario d'espionnage. Il était donc très proche au final de ce que proposait la série. Mais pour se démarquer, il a dû faire des choix extrêmement couillus, comme faire du personnage principal de la série le traître de l'histoire afin de vraiment marquer une rupture avec cette dernière. Le deuxième a donc pris un risque énorme en misant tout sur l'action. Parce que bon, faut quand même avoir les bonbons enrobés d'une plaque de béton pour oser passer de ça à ça. Ah ouais, je veux bien. Enfin, c'est pas le meilleur non plus. Les autres missions impossibles sont quand même bien supérieures. Oui, bien sûr qu'ils sont meilleurs, évidemment qu'ils sont meilleurs, mais en attendant, les films Mission Impossible tels qu'on les connaît à présent ne seraient pas ainsi sans le volet de John Woo. Bref, comme je l'ai dit, le deuxième n'est pas le meilleur volet de la saga, loin de là. Mais il n'en reste pas moins la pierre angulaire de l'univers Mission Impossible. Oui, ça. Et les standards des films d'action qui ont évolué aussi. Entre les James Bond, les Jason Bourne,
C'est aussi grâce à eux que la saga elle en est là où elle en est maintenant. Oui, bien entendu que les codes ont évolué, mais ils ont évolué grâce à Matrix et à tous ceux qui ont suivi après, qui ont vu une déstandardisation de l'action héros tel qu'on le connaît. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, petit pouce bleu et partage seront les bienvenus pour nous. En attendant, n'hésitez pas à vous remater tous les films de la saga et surtout le dernier épisode qui au moment où j'ai écrit ce scénario n'était pas encore sorti. Bien entendu, je suis allé le voir et il est absolument énorme. Et surtout, n'oubliez pas que la meilleure des critiques, c'est celle que vous faites. Ciao!